Bonjour Arnaud Pigounides. Bonjour. Vous êtes président de Rêve Mobilities et Rétrofutur, deux entreprises spécialisées dans le rétrofit. Pouvez-vous nous présenter ces deux entreprises en quelques mots? Alors Rev Mobility, c'est un groupe qui englobe plusieurs sociétés et surtout plusieurs marques. Donc nous, on fait du rétrofit électrique à batterie ou à hydrogène, donc sur des véhicules particuliers, sur des véhicules utilitaires avec une marque qui s'appelle Rev Pro, avec les bus et les camions, avec une marque qui s'appelle Rev Bus and Truck, et aussi sur les anciennes avec une marque un peu spécifique qui s'appelle Rétrofutur, qui est née avant Rev et qui était un peu le cheval de Troie pour rentrer dans le cœur des gens et dans l'esprit des gens et dans le portefeuille des gens pour pouvoir transformer des véhicules anciens, ce qui est un marché de niche mais qui cartonne partout dans le monde et surtout en France. Alors deux activités distinctes, une activité qui est plutôt destinée au grand public. Enfin grand public, je me comprends quand je dis grand public parce que ça reste encore quand même assez marginal. On en parlera après. Une activité plutôt de niche et puis une activité plutôt destinée aux professionnels. Les sociétés ont été créées récemment ou en quelle année? Alors, la société mère est née en 2018, puisqu'il a fallu que je crée la société pour pouvoir exister légalement, pour pouvoir changer la réglementation, parce que ça a été le préalable du rétrofit en France. C'était interdit de le faire depuis 1954, et donc on a changé la réglementation pour autoriser, sans l'accord du constructeur, le rétrofit, donc même poids, même puissance et même respect du véhicule d'origine, mais en électrique à batterie ou hydrogène. Et la réglementation est passée en 2020. Et dès lors, en fait, sur chaque segment, que ce soit sur l'ancienne, sur l'utilitaire ou sur les bus et les camions, on a créé des entités spécifiques pour pouvoir répondre à ces besoins. Quand vous dites que le rétrofit n'était pas autorisé depuis 1954, ça veut dire quoi exactement? Parce qu'il y avait déjà des gens qui voulaient transformer des voitures thermiques en électriques en 1954? Non, c'est qu'en fait, chaque pays a sa réglementation, automobile. Les Ouais, États-Unis, l'Angleterre, c'est un peu plus le Far West, on peut faire un peu de n'importe quoi. En Europe, il y a des réglementations qui en fait respectaient l'intégrité du véhicule et notamment du constructeur. Et donc, changer un moteur était interdit en France parce qu'il d'accord. fallait l'accord du constructeur. Donc généralement, pour mettre dans une 2 chevaux, il fallait mettre un moteur de 2 chevaux et non pas un moteur de Ferrari. Et tout ça évitait de faire des projets un peu farfelus, parfois incroyables, mais c'était vraiment pour dans un souci de sécurité et de maintien et de la garantie et aussi de la pérennité des véhicules. Mmh. Alors vous avez un parcours personnel qui est un petit peu atypique ou étonnant parce que vous n'êtes pas à l'origine un professionnel du métier de l'électromobilité. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus et comment vous en êtes venu à créer ces entreprises? Bah, en fait, je suis devenu, patron du rétrofit, un peu par hasard. Alors moi, j'ai fait ma carrière dans la publicité, dans des agences de pub à Paris, à New York, dans un métier qui s'appelle du planning stratégique. Donc mon métier était de regarder les signaux faibles et quelles étaient les tendances et de les traduire en concept de communication, en concept de marque, de branding. Donc j'ai aidé beaucoup de marques, j'ai même participé à plein de créations de boîtes, dans les cosmétiques bio, dans les médias, dans le digital, et un jour, dans une petite parenthèse de ma vie, en 2015, je suis allé par hasard en Californie et je suis tombé amoureux d'une fille qui est la femme de ma vie, qui est la maman de ma fille. Et donc, en m'installant en Californie, je suis arrivé là-bas. Moi, qui n'avais pas vraiment beaucoup de voitures dans ma vie, j'ai rarement eu de voiture. J'étais obligé d'avoir une voiture là-bas, et donc j'avais acheté une vieille voiture qui tombait toujours en panne et qui coûtait très très cher. J'avais acheté aussi une Tesla qui était extraordinaire à conduire, mais que je trouvais particulièrement moche. Et je me suis dit pourquoi on pourrait pas faire les deux en même temps. Et donc en 2016, j'ai tapé sur internet, j'ai vu des gens qui faisaient ça sur des Ferrari, des Porsche, des combis Volkswagen, des coccinelles, en désossant des Tesla et en le mettant dans des vieilles voitures. Donc c'est à 80 bornes de chez moi sur la route de San Diego. Je suis allé les voir, j'essaye et là je prends une claque. Une claque en tant que consommateur. Il se passe un truc, l'électrique il se passe un truc, l'ancienne il se passe un truc. Là c'est le mélange des deux mondes, le meilleur des deux mondes. Et donc j'en reviens pas. Je me dis il m'en faut une. Et donc, j'ai réussi à avoir une vieille Porsche 914 de 73 que j'ai électrifiée bien avant tout le monde. Et c'est cette voiture qui a été d'abord le révélateur. C'est-à-dire que j'étais un client, on peut dire early adopter, mais j'étais surtout un client convaincu. Et quand j'ai réfléchi à en faire un business, alors au départ aux États-Unis, puis en France, et ben je me suis dit, il faut que je le fasse. Et surtout, il faut que j'arrive à convaincre des milliers de personnes de vivre la même chose que moi. Et c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui.
C'est pas un sacrilège d'enlever le moteur d'une 914? C'était une 4 ou une 6? Ah, c'est une 4, la 6, ça Bon, coûte beaucoup trop cher. d'accord, ça va, on est rassuré. Quand vous dites que vous avez pris une claque en roulant dans une voiture rétrofitée, donc une voiture électrique, devenue électrique, vous rouliez déjà en Tesla Oui. et malgré tout, vous avez vraiment craqué pour le rétrofit? C'était quoi? C'est quoi l'idée? C'était le principe de rouler dans une vieille voiture avec une technologie moderne? Bah, c'est un peu ça, c'est le fait d'être un peu différent déjà, de vouloir, quelque chose de différent. Le monde de Tesla, c'est quand même des voitures qui se ressemblent toutes, donc quand on a un besoin de différenciation, bah, on le vit pas. Alors en 2016, les Tesla, elles n'étaient pas aussi répandues qu'aujourd'hui, hein. Il y avait pas la Model C'était quoi? 3, Vous il y avait aviez un une peu Model S du coup à ouais, l'époque? une S, ouais. Mmh. Mais en gros, moi j'aime pas les voitures récentes en fait. J'aime pas les voitures très grosses, j'aime pas les voitures récentes. Moi j'aime les petites voitures plaisir, rouler à 80 sur les départementales, et être heureux. Et en fait je trouvais que c'était plutôt intelligent de le faire. Et puis c'est vrai que l'essence, la pollution émise par des véhicules thermiques, c'est quand même assez gênant. Et donc ça coïncidait vraiment à ce truc de et puis la réalité, c'est que j'avais la banane en conduisant. C'est-à-dire que j'avais un Mmh. véhicule incroyable, les gens, ils me regardaient, ils avaient la banane aussi, et j'avais ce truc incroyable qui était le critère zéro californien, donc le All Access, qui me permettait d'avoir tous les avantages de l'électrique sur l'autoroute, pour aller me garer, pour même aller au supermarché. Et en fait, j'avais donc tous les avantages personnels, mais aussi tous les avantages de l'électrique, même financiers. Et donc, je me disais, mais il se passe un truc, et c'est ça que j'ai introduit en France. Cette 914 qui est quand même une voiture, qui est en train de devenir une voiture de collection, enfin là, je parle de la version thermique. Vous avez fait beaucoup de modifications dessus ou, extérieurement, ça se voyait pas? Par exemple, l'autonomie, ça donnait quoi avec ce rétrofit? Alors, bah, la 914 est une toute petite voiture, hein, Ouais, l'espace disponible pour les batteries est pas très, très fort. Elle avait 160 kilomètres d'autonomie, 100 miles, donc environ 28 kilowattheures de batterie. Un d'accord, moteur, extrêmement puissant, alors qui donnait le même punch, que le 6 cylindres, donc c'était assez incroyable. Après, ce ouais, qui est très bien dans la 914, c'est que c'est un peu comme, dans le rétrofit. En fait, c'est toutes les mal-aimés ou les véhicules qui sont extrêmement populaires, mais qui sont pas réputés pour leur moteur ou qui ont pas des cotes démesurées, c'est là où le rétrofit prend son sens. Des Spitfire, les anglaises par bien exemple, sûr, ouais. c'est un grand sujet. Les combis, les 504 en France, des véhicules qui sont un peu iconiques, mais qui sont pas à des prix démesurés. Le moteur, était installé au même endroit, en position centrale arrière? Tout à fait. Moteur En fait, ils électrique, ouais. gardaient la boîte, donc Ah c'était ouais. Ah plugué sur ah la ouais, alors boîte. c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que parce que ça, c'est une question, il y a toujours un débat là-dessus, sur le rétrofit, est-ce qu'on garde la boîte de vitesse? Vous aviez la boîte de vitesse? En fait, le plus simple, c'était de créer une entretoise entre la boîte et le moteur électrique Ouais, pour garder complètement l'axe de la voiture. d'accord. Donc c'est faisable. Ça ne sert strictement à rien. Ça a le défaut de casser les boîtes, mais comme une boîte se casse en général, surtout les vieilles voitures. Mais c'est plutôt fun parce que comme ça, on peut passer les vitesses. Ça ne sert strictement à rien. C'est moins bon pour la planète, c'est moins bon pour le portefeuille. Mais cette voiture avait encore la boîte de vitesse. Mais les autres anciennes, on enlève la boîte de vitesse, ça permet d'avoir un véhicule complètement full automatique et avec un peps immédiat. Bien sûr, et puis on gagne probablement un petit peu de place aussi. Alors justement, une question de place dans une 914, je reviens un peu sur le sujet parce que c'est intéressant, c'est un vrai cas d'école. C'est une voiture qui est pas très grande, qui est très plate. Vous mettiez les batteries où? Ah bah alors, j'ai commencé avec des batteries, Calb, en lithium fer phosphate, donc il y avait tout le coffre arrière qui était rempli et tout le coffre devant. Et après, je les ai retransformés avec mes amis d'EV West en Californie avec des batteries de Tesla. Donc il y avait un peu plus de punch et on avait moins besoin d'en mettre. Et là, on a mis un pack de batteries au-dessus du moteur. Ouais, On a mis, un pack de batteries, devant, et ça a libéré complètement le coffre à l'arrière. très Et bien. ce qui permettait d'avoir en fait un peu plus d'espace. J'aurais pu en mettre plus pour avoir 250 kilomètres d'autonomie, ce qui n'est pas faisable en Europe, hein, puisqu'on peut pas faire tout et n'importe quoi en Europe. Là, c'est un véhicule qui serait outlaw Mmh. en France, mais qui me permettait d'avoir exactement l'autonomie dont j'avais besoin. Quand vous parlez au début des débuts du rétrofit moderne, on va dire aux US, vous avez cité notamment des gens qui rétrofitent des vieilles voitures en prenant des pièces et des moteurs de Tesla.
C'est réellement comme ça que ça a commencé et du coup, aux US, il y a pas vraiment de contraintes réglementaires? On fait ce qu'on veut un peu? Non, en fait, aux USA, ce qui est incroyable, c'est qu'on est plus sur une responsabilité personnelle, donc Mmh. l'assurance coûte monstrueusement cher, hein. Moi, je me rappelle, moi, l'assurance était à 2 000 € de ma voiture, hein, Mmh. mais même n'importe quelle voiture était extrêmement chère. En fait, aux États-Unis, tout peut rouler. À partir du moment, c'est une loi du Far West, hein, c'est à partir du Mmh. moment où vous pouvez sortir votre bras, le mettre en haut pour dire que je tourne à droite, le mettre à gauche pour dire que je tourne à gauche et le mettre contre la portière pour dire que vous pouvez vous arrêter, vous avez le droit de rouler. Et donc, ça s'homologue très très facilement. L'Angleterre, c'est pas loin d'être la même chose. Par contre, beaucoup de pays, notamment toute l'Europe, les normes sont bien plus sécurisées, donc c'est impossible de faire ça. Alors le rétrofit, justement, on y vient. Une définition, rapide, de ce qu'est le rétrofit en France? Alors le rétrofit en France, c'est pour tout véhicule qui a une valeur d'usage très très forte, hein, ou un équipement très très fort, c'est le moyen de transformer en électrique et de rendre vertueux ce véhicule qui est déjà possédé et de faire beaucoup d'économies en passant à l'électrique. Quand je dis ça, c'est que je me concentre vraiment sur les économies que ça fait réaliser, au-delà des restrictions qu'il peut y avoir dans les ZFE, dont je parle très très peu. En fait, là, c'est comment un châssis qui a été aménagé d'un utilitaire, d'un bus, d'une voiture ancienne, comment on peut lui donner une deuxième vie, 10 ans, 15 ans supplémentaires, en économisant beaucoup d'argent par rapport au prix de l'essence, parce que c'est une réalité, l'électrique coûte moins cher d'utilisation, en lui donnant aussi moins de vibrations, moins de bruit pour les riverains. Les utilitaires dans une ville comme Paris, c'est un enfer. Les livreurs sont à fond de seconde, c'est infernal. Et donc en fait, c'est donner une sorte de deuxième vie vertueuse. Euh, Si c'est économiquement viable, parce que la problématique du rétrofit, c'est comme tout l'électrique aujourd'hui ou comme toutes les technologies qui sont naissantes, hein, on peut même parler d'hydrogène où là c'est encore beaucoup plus cher, c'est que c'est encore inabordable pour le commun des mortels. Mmh. Et donc c'est très abordable à partir du moment où on a un usage très professionnel, très maîtrisé. Les professionnels parlent du TCO, donc le Total Cost of Ownership, le prix au kilomètre de toute l'utilisation du véhicule, de l'entretien jusqu'à l'assurance. Et donc le rétrofit en France, c'est comment faire en sorte de transformer 10%, 20% d'une flotte, 20% des voitures possédées par les agglomérations et des utilitaires, comment faire en sorte de les avoir, à partir du moment où le châssis est sain et très bien, comment lui donner une deuxième vie sans émission. Alors, il faut rouler beaucoup quand même quand on rétrofit parce que vous dites que ça coûte moins cher qu'une voiture à essence, mais pour amortir une voiture qu'on a rétrofitée, il faut faire beaucoup, beaucoup de kilomètres, non? Or l'idée du rétrofit, c'est d'avoir des voitures qui roulent pas beaucoup parce qu'elles ont pas une énorme autonomie. C'est plutôt des utilisations périurbaines ou urbaines? Alors, ça dépend des véhicules, parce que si on parle d'un utilitaire possédé par des entreprises ou les artisans, on n'est pas dans le même usage. C'est un Mmh. usage professionnel qui roule beaucoup, mais qui font pas finalement beaucoup de kilomètres. Ils font beaucoup d'heures sur la route, euh, et, et, euh, et donc ça se justifie assez bien. En fait, le kilomètre électrique aujourd'hui, il est 3 fois moins cher que le kilomètre en diesel ou en essence. Ça, c'est une réalité. L'essence, même si elle baisse un tout petit peu aujourd'hui, mais elle a beaucoup augmenté hier et elle va encore augmenter demain. L'électricité va augmenter sans doute aussi, hein, mais en gros, le différentiel sera toujours très très fort. Donc à partir du moment où on fait 15 000 kilomètres en diesel qui valent X euros, ben, en fait, c'est un tiers en électrique. Ensuite, il y a moins de maintenance. Donc c'est aussi des économies de maintenance. Alors c'est vrai que même moi je recommande pas à mes clients s'ils veulent faire 15 kilomètres par mois de transformer en électrique. Après je peux pas obliger les gens ou les refuser parce que s'ils ont envie de le faire ils le feront. Mais c'est vrai que c'est pas pour un usage trop récréatif. C'est pour un usage moyen qui est de faire 50 kilomètres par jour, 70 kilomètres par jour, c'est parfait de le faire. Si vous en faites 150, ben, c'est encore plus intéressant. Si vous en faites 400, je recommande d'acheter du neuf. Alors concrètement, combien ça coûte? C'est-à-dire que moi j'ai une voiture qui a, je sais pas, 10 ans, une Clio, diesel. Je veux la rétrofiter, je vous la porte. Combien ça me coûte? Alors, une Clio rétrofitée aujourd'hui, alors il y en a pas sur le marché, hein, puisque le véhicule particulier, la petite citadine, c'est un véhicule qui va arriver plus en 2025-2026 dans notre catalogue. Grosso modo, une petite voiture, c'est 14 000, 15 000 € le rétrofit. TTC, hein, dedans il y a la TVA et la pose, hein. Mmh. C'est la moitié du prix, c'est les batteries.
en fait les batteries qui autorisent à faire les économies futures. Donc Mmh. c'est donc 15 000 à 18 000 euros pour un véhicule basique. Pour un utilitaire, ça va de 20 000 à 30 000 euros. En fait, en fonction d'un gros master avec 200 km d'autonomie, bah, ça coûte 32 000 euros hors taxe. Mais en fait, c'est toujours la moitié du prix d'un véhicule électrique neuf. Parce que même, faut le comparer en fait à l'électrique. L'électrique vaut cher. Mmh. L'électrique vaut cher parce qu'il y a aussi beaucoup de batteries dedans. Ça vaut cher aussi parce qu'on refait un châssis. Donc c'est grosso modo la moitié du prix d'un véhicule électrique neuf équivalent, avec certes un peu moins d'autonomie parce que vous n'avez pas les fonds plats mais ce qui est largement suffisant pour l'usage. Moi, mes clients artisans et entreprises, ils font 80 à 100 km maximum par jour, donc ils n'ont pas besoin d'avoir 400 km d'autonomie de batterie dedans. Et surtout, c'est des véhicules qui ont une destination particulière, c'est-à-dire que c'est des véhicules d'intervention qui rentrent au dépôt le soir, et même les particuliers en fait font moins de 40 km par jour. Donc ça correspond vraiment à un usage qui est comme un peu intensif, parce que quand on fait 300 fois 40 km, bah, c'est quand même 12 000 km par an. Hein. Mmh. Et 12 000 km par an, ça coûte un peu cher en pétrole et en maintenance. Ouais. Alors vous disiez tout à l'heure que, rouler électrique coûte 3 fois moins cher. C'est vrai, essentiellement quand on a la possibilité de recharger chez soi, ce qui n'est pas toujours le cas. C'est moins vrai quand on fait des charges, rapides ou pas rapides d'ailleurs sur des stations, sur la route où là, on arrive à des prix parfois qui sont presque équivalents à ceux d'un plein d'essence. Mais en fait, je comprends d'après ce que vous nous décrivez que votre offre et d'une façon générale, le rétrofit a réellement un sens pour des usages professionnels et pour des entreprises et pour, faire durer des véhicules utilitaires, en fait. Exactement, en fait, c'est le plus gros du marché, hein. C'est Mmh. tous les utilitaires. Il y a 6 millions d'utilitaires en France qui sont à 99,90 diesel. Et souvent, ils sont aménagés. Donc, en fait, c'est un peu comme quand on met plein d'options dans une voiture. Si demain, vous devez jeter la voiture pour acheter une neuve, mais que vous n'avez pas les moyens de vous payer les options, bah, vous serez un peu déçu. Nos clients, ils ont des véhicules très aménagés. Parfois, ça peut aller jusqu'à 40 000 euros d'aménagement dedans, hein. Et ben, en gros, ça permet de maintenir aussi cet investissement de départ qui peut très bien vivre très longtemps. On parle des camions frigo, on parle des remorques, des bennes à ordures ménagères. Alors là, Mmh. c'est encore beaucoup plus impressionnant. Mais ça a vraiment cet usage-là. Pareil pour les bus et les camions, notamment tous les camions qui circulent dans les agglomérations, ce qu'on appelle les porteurs. Donc en gros, c'est quand même très périurbain, mais parce que c'est un usage, et l'usage périurbain, il est quand même assez faible. Donc, quand on a des bornes au dépôt, dans son entreprise ou chez soi, et qu'on a un usage que périurbain d'une deuxième voiture ou d'un utilitaire qu'on utilise quotidiennement, en fait, on va pas aller sur les superchargeurs Ionity sur l'autoroute, parce qu'en fait, Mmh. on est quasiment jamais sur l'autoroute. Bien sûr. Donc, c'est pas fait pour le gros rouleur, c'est pas fait pour enfin, les longs trajets, mais il faut savoir quand même que 95% des trajets font moins de 100 km par jour. Donc Mmh. les gros rouleurs, c'est que 5% des conducteurs. Donc moi, je m'adresse pas à eux, je m'adresse à ceux qui veulent avoir une solution plutôt intelligente, économique, parfois fun. Ça, c'est le cas des anciennes. Et sans être un ayatollah du tout, parce que moi, parfois, je déconseille. Et il vaut mieux choisir la meilleure solution et pas être juste monomaniaque d'une solution. En tout cas, c'est une belle solution qui est proposée aujourd'hui. Mmh. Quelle est la moyenne d'âge d'une voiture pour le rétrofit? On rétrofit une voiture à partir ou un véhicule utilitaire à partir de quel âge? Bah, en fait, ça devient intéressant à partir de 7 ans, 8 ans. Oui, le profil type du client rétrofit, c'est quoi? Alors vous avez on l'a dit, vous avez probablement 2 personas un petit peu, c'est-à-dire le professionnel et puis, le particulier, mais c'est vraiment des profils totalement différents? En fait, on en a 3. On a le particulier, Mmh. donc notamment sur la voiture ancienne. C'est un profil un peu différent, mais c'est aussi le B2B, notamment sur les anciennes aussi. Il y a beaucoup de demandes de B2B, les food trucks, les véhicules de roadshow, les D'accord. HY, les combis. En fait, c'est une très, très grosse demande. Et sur l'utilitaire, bah ouais, c'est des entreprises qui ont des véhicules aménagés, qui circulent dans les villes, qui parfois même répondent à des appels d'offres des villes pour pouvoir opérer.
Donc je citerai une boîte comme Sapient qui fait du nettoyage et des hydrocureuses. Donc c'est vraiment des véhicules aménagés très sur lesquels il y a un gros investissement. Eux, ils vont rétrofiter 100 véhicules avec nous parce que ils voient l'intérêt immédiat de sur leur milliers de véhicules déjà d'en faire 100, puis peut-être 100, puis d'acheter du neuf. En fait, de faire un meilleur mix. Et Mmh. après, on a aussi les administrations. Parce que les administrations, c'est à la fois des donneurs d'ordre des transports, notamment sur les bus, mais c'est aussi beaucoup d'utilitaires d'intervention dans les villes. Et je vais vous donner un exemple assez marrant, hein, mais de Rennes, c'est 1200 utilitaires de l'agglo de Rennes, 1600 Toulouse, Paris, c'est encore plus. En fait, c'est des véhicules qui pourront même plus circuler dans les ZFE qui sont en train de créer. Et Mmh. donc, en fait, les agglomérations se posent beaucoup de questions sur leurs utilitaires. Et Lyon, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Grenoble vont faire des appels d'offres pour transformer leurs propres utilitaires. Et c'est aussi des économies pour nos impôts, hein. C'est ça qui est Oui, dingue. bien sûr. Dans cette démarche de rétrofitting ou de rétrofitage, je sais pas comment on dit, ou de rétrofit, hem, justement, quand vous parlez des collectivités, des municipalités et cetera, est-ce que c'est un choix, à votre avis, qui est purement, rationnel et économique? Ou est-ce qu'il y a aussi une petite part d'engagement, je dirais, vers la transition, écologique et une petite part de militantisme sans du tout de côté péjoratif à ce que je dis, hein? Vous pensez quelle est la part des 2? Est-ce qu'on peut faire du rétrofit quand on gère une flotte de véhicules utilitaires pour des raisons strictement économiques? En fait, c'est le cerveau gauche et le cerveau droit, ouais, qui communiquent. C'est-à-dire que évidemment, faire perdurer, des investissements 4 ans supplémentaires ou 5 ans supplémentaires, c'est toujours ça de gagner pour la nature, mais aussi ça de gagner pour le portefeuille. Après, il y a un petit côté militant et parfois même il y a des, lubies, hein, des politiques. Mmh. L'hydrogène en est une parmi d'autres. En fait, les solutions technologiques, elles existent entre le gaz ou, d'autres solutions, le rétrofit, l'électrique, le neuf. Parfois, il y a des lubies. L'hydrogène, parfois, est très à la mode dans certaines agglomérations parce que Ouais, les élus ont décidé que c'était l'hydrogène, parce que et donc ce qui est pas très rationnel, d'accord. mais c'est aussi une manière de donner la voix à des alternatives. Parce qu'en fait, on manque d'alternatives et c'est ça que moi je défends, Mmh. c'est de proposer un meilleur mix énergétique, des alternatives, de n'imposer rien à personne, mais de calculer avec son cœur et avec son portefeuille l'intérêt de chaque solution. Parlons un petit peu technique et pratique. Comment ça se passe? Comment on déshabille une thermique pour la rhabiller en électrique? Quel est le processus? Quelles sont les différentes étapes? Alors déjà, il faut parler de la réglementation. La réglementation Ouais, rétrofit, c'est tout véhicule qui a plus de 5 ans peut être rétrofité sans l'accord du constructeur. Après, il y a deux types de véhicules. Il y a les véhicules qui sont sans électronique embarquée et les véhicules récents qui ont de l'électronique embarquée, notamment tous les logiciels propriétaires des constructeurs, qui est une en surcouche effet. technologique avec laquelle il faut travailler. Euh, donc, la réglementation, je vais vous la schématiser très très simple. On enlève le moteur, le pot d'échappement, le réservoir. Vous avez soit de l'espace en dessous, soit de l'espace devant et derrière, et vous mettez là un moteur dans le véhicule électrique qui est tout petit. Ça laisse de l'espace disponible pour des batteries. On ne peut pas aller à plus du poids d'origine, donc avec une tolérance de 10% par essieu. Donc vous pouvez mettre un peu de batterie devant, un peu de batterie derrière, un peu de batterie en dessous, et ça correspond en grosso modo à un usage d'environ 200 km. Ce qu'on peut mettre dans n'importe quel rétrofit peut aller jusqu'à 200 km, alors avec des exceptions. Par exemple, la Fiat 914 dont on parlait tout à l'heure, c'est pas la voiture la plus pratique pour Bien mettre sûr. des batteries. Une Fiat 500, n'en parlons pas. Mais Mmh. en tout cas, c'est à peu près entre 180 et 200 km le maximum de batterie qu'on peut mettre. Et donc même poids, même puissance, respect intégral du véhicule d'origine. Donc on repasse pas de crash test, mais nos batteries font des crash tests puisque les batteries, elles respectent la norme européenne, la norme R100 révision 2, où nos batteries, elles passent au feu à 600 degrés pendant 10 minutes, elles doivent continuer à fonctionner. 28 G, un écrasement de 10 tonnes. Donc c'est du sérieux, hein. C'est Mmh. vraiment du Mmh. travail d'équipementier automobile de rang 1. Et donc on respecte le véhicule d'origine. Et à partir de ce moment-là, on a le droit de rouler comme s'il était
le même qu'avant, mais de manière différente. Donc ça, un véhicule de 50 ans, même qui avait pas de ceinture, techniquement, on peut ne pas remettre les ceintures. Je les recommande. Mais un véhicule qui a 6 ans communiquera aussi bien avec l'interface électronique, aura toujours l'ESP, l'ABS, mais par contre sera transformé en électrique. Mmh. Et est-ce qu'il y a une norme, qui impose de garder, la répartition des masses? Parce que si, Oui, oui, parce qu'on pardon. imagine Ouais. bien que si on met 300 kilogrammes de batterie dans le coffre avant, la voiture va plus du tout avoir le même comportement routier? La réglementation que j'ai introduite et qui est arrivée en avril 2020, c'est même respect des masses, même équilibre, avec une tolérance, comme je vous ai dit, de 10 par essieu. Donc, on peut dépasser un tout petit peu, mais c'est l'équivalent d'une personne en moins dans la voiture parce qu'il y a le poids à vide Mmh. et le poids complet. Mmh. Et c'est, en fait, ça dénature pas du tout le véhicule. Ça ne met pas en danger les organes de sécurité du véhicule d'origine. Ça ne met pas en danger les passagers du véhicule. Ça améliore un peu les freins parce que vous avez le frein moteur qui sollicite moins les freins, qui émet moins aussi de, de gaz Les et de particules, ouais. différentes joyeusetés que les freins. Voilà les particules qu'on envoie dans l'air. Mmh. Donc ça améliore un peu, mais c'est exactement la même voiture, mais en électrique. Quelle est la sécurité, enfin, quelles sont les normes de sécurité? Parce qu'on imagine que vous manipulez des batteries à haut voltage quand même. Est-ce qu'il faut alors, c'est des techniciens spécialisés, hautement spécialisés, hautement qualifiés? Comment ça se passe? Il y a un système d'isolation? Alors oui, ce que je vous disais, c'est que les batteries, en fait, ne respectent les normes R100 révision 2 européennes. Ces Mmh. batteries, elles sont soumises à des tests de sécurité très très forts. Et il faut savoir qu'un véhicule électrique neuf, c'est le châssis et le crash test qui protègent les batteries. Donc ils ont pas l'obligation d'être en réglementation sans révision 2. Nous, c'est une obligation parce qu'on rajoute un élément batterie qui doit être complètement intouchable, incassable et donc c'est cette norme qui est qui est très forte. Après, ce qu'il faut voir dans un véhicule électrique, il y a 3 ordinateurs. Donc il y a l'ordinateur des batteries, ce qu'on appelle le battery management system, qui régule que toutes les batteries, enfin Ouais, toutes les cellules à l'intérieur, sont toujours dans un voltage, dans le bon voltage. Il faut savoir que l'électrique, ce qui est dangereux, c'est que si vous êtes en survoltage, la batterie elle fond. Si vous êtes en sous-voltage, ça peut prendre feu. d'accord. En fait, vous avez un ordinateur qui répartit tout le temps le bon voltage dans les batteries et donc il communique tout le temps. Après, vous avez ce qu'on appelle un contrôleur, donc c'est l'accélération, le frein, donc qui renvoie de l'électricité ou qui appelle l'électricité des batteries pour le mettre dans un moteur. Donc ça, c'est le deuxième ordinateur et au-dessus de ça, il y a un troisième ordinateur qui est celui qui communique avec le système de la voiture. C'est comme un operating system qui permet d'avoir des éléments sur un écran en 4G ou pour pouvoir faire de la data, mais aussi pour communiquer avec le système Peugeot chez Peugeot, avec le système Mercedes chez Mercedes. Parlons marché un petit peu. Est-ce qu'il y a un marché, unique du rétrofit en Europe? C'est harmonisé aujourd'hui au niveau de l'Union européenne? Alors non, c'est pas harmonisé au niveau de l'Union européenne. Déjà, bon, le rétrofit, c'est un peu comme l'électrique, ça n'existe que depuis quelques années, hein, donc on est Ouais. vraiment dans des schémas nouveaux. La France s'est dotée d'une réglementation en 2020 suite à mon impulsion d'avoir créé la filière et le texte réglementaire que j'ai proposé. Mais il faut savoir que l'Allemagne a une réglementation différente qui est plus par Länder. La Belgique n'avait pas de réglementation et au 1er juin, donc dans une semaine, un arrêté royal Retrofit va sortir et donc nous autorisera à homologuer en Belgique, pardon. L'Italie a une autre réglementation. C'est encore un peu le bordel des réglementaires. Donc on est en train de travailler et avec le gouvernement français et avec le Parlement européen et la Commission européenne à une harmonisation parce que grosso modo chaque homologation respecte des normes européennes, donc c'est un peu comme si on mettait la même chose mais qu'on homologuait plusieurs fois. Et sachant qu'au départ les véhicules sont européens, donc en fait en gros on va arriver à un cadre généraliste qui arrivera d'ici je vais dire années parce que ça va prendre du temps, ça va prendre 1 an ou 2. Donc je pense fin 2025, on sera sûr d'avoir une harmonisation européenne, donc de pouvoir faire du rétrofit de la même manière en France, en Allemagne, au Portugal ouvrir à la concurrence, mais aussi permettre à des sociétés comme la mienne, qui sont quand même très vertueuses et très françaises. Nous, on fabrique nos batteries à Bordeaux, hein. On essaie d'avoir un écosystème de proximité, ce qui est assez rare, un circuit court. On a même signé avec Vercorp
pour avoir des cellules françaises, bon, en 2025, hein, puisqu'il n'y a pas de cellules faites en France ni en Europe aujourd'hui. C'est un bon débouché pour nous parce que ça nous permet de démultiplier nos points de vente et surtout de décarboner en fait un maximum de véhicules sur toute l'Europe. Quand vous dites que vous fabriquez vos batteries vous-même, donc en fait, vous les assemblez? Parce que vous assemblez les cellules, en fait? Alors, techniquement, un moteur, c'est pas moi qui le fais. Nous, on achète à des fournisseurs les éléments, beaucoup d'éléments, les câbles, on les achète mais dans l'électrique aujourd'hui, c'est un peu la poule et l'œuf, hein. Il n'y a pas de batterie sur étagère qu'on puisse mettre dans des véhicules. C'est pour ça qu'à l'historique aux États-Unis, c'était de désosser des Tesla parce qu'en fait, c'était des batteries disponibles de véhicules qui étaient parfois accidentés ou qui avaient des problèmes et donc dont on récupérait les batteries. Heu, donc en fait, il y a aucune batterie sur étagère en Europe qui respecte encore plus la norme R100 révision 2. Donc il a fallu créer en fait notre propre système batterie, donc notre OS aussi, donc le calculateur qui est Ouais. au-dessus pour pouvoir s'adapter au véhicule. Et donc oui, on a créé en fait notre propre batterie, notre propre BMS pour pouvoir en fait avoir nos batteries dans nos véhicules. Et ça a été un chantier de 3 ans. Hein. Moi, l'usine de mon partenaire qui fabrique mes batteries, parce que moi je suis pas fabricant de Mmh. batterie, je confie ma batterie à un fabricant de batteries qui est à côté de Bordeaux. C'est aussi une volonté de travailler en écosystème proche, hein, de donner de la valeur à la France aussi, et à des boîtes françaises, et de maîtriser la data et l'IP. Sauf que tout ça, ça a un coût, mais surtout ça prend longtemps. Monter une usine de batterie, ça prend 3 ans, et pouvoir produire 10 000 batteries de véhicules, ça prend beaucoup beaucoup de temps, un peu d'argent aussi, mais ça prend beaucoup de temps de contrôle, de test, de sécurité, de savoir-faire, et c'est tout ça qu'on a mis en place dans le rétrofit. C'est pour ça que le rétrofit, on pense qu'il y a un retard à l'allumage, mais en fait, c'est pas un retard à l'allumage, c'est que déjà, il y a plein de véhicules différents. Il y a de la concurrence qui s'ouvre aussi avec de plus en plus d'acteurs. Mais surtout, pour avoir 50 véhicules différents dans mon catalogue, il faut que j'ai les batteries pour pouvoir le faire. Donc, en fait, c'est toute une supply chain qu'on a mise en place pour qu'elle soit digne d'un constructeur, parce que techniquement, je suis constructeur. Les fabricants de moteurs, vous avez donc des fournisseurs qui produisent des moteurs. Ce sont des fabricants qui fabriquent des moteurs pour plusieurs marques automobiles, électriques, ou est-ce que ce sont des spécialistes du rétrofit? Est-ce qu'ils fabriquent des moteurs spécialement pour les voitures rétrofitées? Alors, il n'y a pas de moteurs spéciaux pour le rétrofit. En fait, dans le moteur électrique, ce qui est assez génial, hein, c'est qu'un moteur électrique, c'est que des aimants qui tournent, hein, bien contrôlés. Il y a beaucoup moins de pièces que dans un moteur thermique. Je crois que c'est des milliers de pièces Mmh. dans un moteur thermique. Et en plus, avec des tours minutes, le truc, ça bouge tout le temps. Là, c'est beaucoup plus simple, l'électrique. Non, en fait, les moteurs sont les mêmes que dans les véhicules hybrides, sont les mêmes que dans les véhicules électriques que vous achetez. En fait, il n'y a pas beaucoup de fabricants de moteurs électriques, hein, et surtout, tout l'enjeu de la supply chain dont je vous parlais, c'est que nous, étant constructeurs, le rétrofit doit durer 15 ans. Peut-être 20 ans. Après, peut-être qu'on peut changer les batteries, mais tout le système qu'on fait doit être maintenable et surtout reproductible, et retrouver des pièces. En fait, tout l'enjeu, c'était d'avoir des partenaires qui sont en mesure de fournir des moteurs pendant X années, des dizaines de milliers de moteurs, et pas juste un moteur comme ça parce qu'on a envie de faire quelques économies. En fait, c'est toute une supply chain d'automobiles qu'on fait, comme la relation d'un constructeur avec les équipementiers de rang 1 et de rang B. En fait, c'est ce qu'on a développé à notre humble échelle, mais on utilise les mêmes moteurs que les constructeurs. J'ai vu sur votre site que, par exemple, vous aviez dans votre catalogue, de nombreuses voitures et notamment des voitures un peu mythiques comme la Porsche 911. Si je veux rétrofiter une Porsche 911, d'après ce que j'ai vu, je crois que ça coûte 45 000 € pour une voiture, pour une, 911, déjà assez ancienne, enfin même très ancienne puisque d'après ce que j'ai vu, c'est plutôt des modèles des années 70-80, au plus. C'est des voitures aujourd'hui qui, sur le marché, prennent une très forte valeur, en termes de voitures de collection. Si je leur ajoute 45 000 € pour mettre un moteur électrique, est-ce qu'elles vont pas perdre cette valeur qui est aussi intrinsèque au fait qu'elles ont un flat six, par exemple, qui participe à la légende de la voiture? Donc Alors, autrement dit, est-ce que je vais pas payer 45 000 € pour finalement avoir une voiture qui va perdre la moitié de sa valeur?
Alors moi, je suis pas un ayatollah, je suis pas un grand fan de Porsche en vrai, hein, pour ne rien vous cacher. C'est la conjonction de 2 choses. Premièrement, c'est la demande. C'est pas moi qui ai Mmh. décidé de faire des Porsche. Si vous regardez Everati en Angleterre qui fait des Porsche à 300 000 pounds, Extravert en Hollande qui en fait à 275 000 €, des Rolls-Royce, des Ferrari Ouais. faites par mes concurrents. En fait, la Porsche 911, c'est un véhicule qui est extrêmement demandé en rétrofit. Alors Mmh. moi, je préfère vendre de la 912 parce que Ouais. comme ça, on sacrifie un 4 cylindres, donc c'est pas celui d'une coccinelle, donc c'est pas très grave. Le Euh, sacrilège est moins grave. Ouais, voilà. Mais après, moi, je peux pas m'interdire non plus de vendre des voitures, hein, parce que la Ouais, ouais, 911 ou la 912, enfin sur la bien Type sûr. 1, enfin celle des années 60, c'est le même véhicule. S'il y a des gens qui veulent enlever un 6 cylindres, ben c'est qu'ils le veulent. C'est pas moi qui leur en oblige, mais en tout cas, faut regarder que il y a une concurrence aussi mondiale là-dessus, hein, et donc il y a Mmh. une demande mondiale. Je suis pas tout seul à faire de la Porsche parce que, en fait, les gens veulent des Porsche. Voilà, Ouais, donc en fait, c'est là, on est typiquement dans une clientèle aisée et probablement de collectionneurs. C'est-à-dire des gens qui ont peut-être plusieurs voitures dans leur garage déjà. Heu, exactement. ouais. Mais après, ça Hem, va jusqu'à 45 000 €, mais ça commence à 32 000, hein. Donc, ouais, ouais. 45 000, c'est pour, en fait, c'est pour les Porsche des années 80, fin 80, celles qui ont des beaucoup plus gros moteurs, parce que Mmh. faut voir vraiment qu'une 912 ou une 911 des années 60, c'était 115 chevaux, hein, Oui, oui, 95 et c'était un 115 2 chevaux. litres, ouais. Là, maintenant, on est passé à 200 chevaux. En fait, c'est plus de moteurs, plus de batterie, plus d'électronique derrière, parce que, en fait, c'est des véhicules plus puissants. Alors il y a un argument, qui est souvent imparable en termes quand on parle de rétrofit, entre autres, c'est l'argument environnemental ou écologique. Certains sont pas d'accord. Ils disent que rétrofiter une voiture qui est déjà ancienne, ça n'a pas de sens puisque ça suppose de fabriquer à nouveau, enfin de commander un moteur, de commander des batteries, alors qu'il vaudrait mieux la laisser dans son jus et la laisser lui laisser vivre sa vie de thermique jusqu'à son dernier souffle. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah, faut pas caricaturer le rétrofit uniquement aux voitures anciennes. Mmh. Il est vrai, moi je recommande pas à quelqu'un qui veut faire n'importe quoi avec une voiture ancienne de faire du rétrofit, parce qu'à un moment, il faut aussi que ça soit cohérent et dans la mission de l'entreprise. Après, je peux pas interdire à quelqu'un d'acheter un véhicule chez moi, hein. S'il fait que 10 kilomètres par an, je comprends pas, mais bon, c'est comme ça. Heu Sur les anciennes, oui, le débat peut être là. Je suis d'accord, hein, un véhicule qui a déjà été produit, au moins déjà on le reproduit pas. Mmh. S'il roule très très peu, est-ce que c'est pertinent? J'en suis pas sûr. Vraiment, je vais le dire très honnêtement. Mais par contre, dans les anciennes, les HY, les food trucks, les combis, les loueurs de voitures, parce que Mmh. une des problématiques, c'est louer des voitures anciennes sur la Côte d'Azur ou même les 2 chevaux qu'il y a à Paris, hein, qui transportent des touristes. À un moment, ça va pas être tolérable que ces véhicules continuent à être thermiques et donc fassent du business dans une ville en thermique, heu et sachant qu'il y a des alternatives électriques. Donc Mmh. donc on n'est pas on est vraiment un véhicule d'usage, parfois plaisir, mais plutôt un véhicule d'usage. Très bien. Arnaud Pigounides, j'ai une dernière question pour vous que je pose à tous, mes interlocuteurs. Est-ce que vous roulez vous-même en véhicule électrique? Alors vous avez répondu tout à l'heure, hein, mais est-ce que vous roulez en rétrofité aujourd'hui? Alors j'ai la chance d'avoir plein de voitures rétrovisées, donc oui, Dans le garage? je n'ai pas de voiture à moi. Moi à vélo, je suis à vélo à Paris, hein, donc parce que j'habite à Paris, hein, avec ma famille. Hem, heu, pour moi, la voiture, c'est quelque chose qui doit être partagé, c'est quelque chose qui doit être plus propre, c'est quelque chose qui doit être, plus léger, plus sobre. J'essaie d'y répondre à ma manière à toute cette problématique-là, en tant qu'être humain et avec tous les paradoxes que j'ai, puisque forcément, je prends le train pour, au maximum, mais à un moment, il faut aussi louer des voitures et prendre l'avion pour aller voir des clients. En Allemagne, c'est difficile d'y aller sans louer des voitures. Donc on est tous paradoxaux, mais ouais, j'essaye d'être le plus vertueux possible au quotidien et je ne possède pas moi-même de voiture. Très bien, merci beaucoup Arnaud Pigounides. Je rappelle que vous êtes président de Rêve Mobilities et Rétrofutur, 2 entreprises spécialisées dans le rétrofit. Merci beaucoup. Merci.